Est-ce que vos souvenirs vous hantent? Des périodes de votre vie remplies de briefs souvenirs, de photos qui ne parlent pas, de vidéos qui ne racontent rien d'autre qu'un passage du temps. Je pense que cela vous est déjà arrivé de retomber sur des vieilles photos de vous, entourés de votre famille, et vous demander c'était quoi avant et après cette photo? Qu'est-ce qui se cache derrière ces sourires? Bonjour à tous, aujourd'hui, rebobinons une VHS et regardons ses secrets. Aujourd'hui, parlons d'Aftersun. Aftersun est un film réalisé et écrit par Charlotte Wells, qui est son premier film. Le film raconte l'histoire de Sophie, une femme de 30 ans qui se remémore des vacances passées avec son père quand elle avait 11 ans, grâce à des photos et des vidéos d'époque. Époque où on commence à vouloir être un adulte, les premiers baisers, où on veut arrêter le temps pour toujours. Mais il y a quelque chose dans l'air, quelque chose de mélancolique, et tout est redirigé vers le père. Quelque chose s'est passé, quelque chose est arrivé à son père. Mais quoi ? Voici la question que nous allons essayer de répondre. Avant d'aller en profondeur, laissez-moi juste vous parler de la réalisation. Le film est tout simplement beau. Les décors sont plaisants à voir, la colorimétrie est magnifique, mais regardez-moi ce bleu! Le cadrage est aux petits oignons, et pour cela, il faut que je vous parle d'une scène. Le film commence sur Sophie, qui fait n'importe quoi avec la caméra de son père, qui est interprété par ce magnifique et incroyable Paul Mescal. Joker Daddy. Bref, Sophie commence à interviewer son père, car dans quelques jours, c'est son 30e anniversaire, et lui pose cette question. So, when you were 11, what did you think you would be doing now? Tout le film est là, cette figure fantomatique qui nous échappe, cette Sophie qu'on voit son reflet dans la télé, regardant la elle du passé pour comprendre, pour essayer d'avoir des réponses. Mais quelle réponse? Bon, allons plus loin. On revoit cette scène plus tard, mais dans un autre angle, où il répond à la question presque en voix off, si on ne les voyait pas à travers des reflets. On voit le père un peu saoulé qui répond d'une façon déprimante à la question, en expliquant que son anniversaire est... Attendez 2 secondes. Pourquoi ce cadrage? Hormis qu'il soit très belle à voir avec les peu d'informations qu'on a, mais pourquoi cette scène? D'habitude, on fait un champ contre champ, basique, merci, au revoir. Mais là, non. On les a déjà vus partager le même cadrage au premier plan, et là, on les filme presque comme du hors-champ, comme s'ils étaient pas là, comme si c'était un souvenir. Ok. Je vais m'expliquer. Est-ce que vous êtes déjà allé à la plage? On va dire que oui. Vous devez peut-être vous souvenir qu'il faisait beau, qu'il y avait du sable, que la mer était bleue, etc., etc. Ok. Maintenant, essayez-vous de vous rappeler de quelque chose de plus précis. Comme si vos parents se sont engueulés pour une place de parking, s'il y avait des gens à côté de vous, s'il y a une musique que vous avez entendue à la radio quand vous êtes parti de la plage, et c'était laquelle? Et normalement, vous devez comprendre. Il nous manque des détails. Il nous manque quelque chose de ces souvenirs-là, qui, soyons honnêtes, n'ont aucune importance. Sauf pour Sophie. Pour elle, elles ont une importance capitale pour comprendre ce qui s'est passé pour son père. Et revenir à cette question, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il y a eu un faux téléphone en guise de ses 11 ans, et c'est pour ça que le film est rempli de fibres nostalgiques? Non, c'est pas ça. Pourtant... le film a plein de moments comme ça. La scène du Polaroid par exemple. La réalisatrice laisse la caméra sur le bras du père, avec le polar qui se développe lentement. Pourquoi? Est-ce que c'est juste pour montrer le temps qui passe? Simplement que le seul souvenir qu'ils ont de ce repas se trouve dans cette Polaroid. Et il y a d'autres exemples comme ça, où les acteurs principaux, je précise, sont filmés en arrière-plan, comme non-héros de leur propre histoire. Comme... Bon, laissons cela de côté. Peut-être que c'est de la suranalyse, et parlons plutôt de leur relation. La relation entre le père et la fille est très touchante, voire extrêmement complice. Elle est soit remplie d'une tendresse enfantine, ou soit elle aborde des sujets très profonds qui nous rappellent qu'elle est bientôt une ado. Ce qui m'a beaucoup touché pendant le premier visionnage, la relation est très belle et on y croit à 200%. Surtout où on sent que la réalité prend le dessus. So some fun. Yes, I am.
You didn't sign us up. Dans cette scène, on voit que Sophie a inscrit son père et elle au karaoké. Le père est extrêmement gêné jusqu'à ce que Sophie parte tout seul et chante Losing My Religions. Dans n'importe quel film, la personne qui est seule à chanter serait rejointe par le reste de sa bande, mais la réalité est autre. On voit et on sent que Sophie force que Callum, le père, vient chanter avec elle. Mais la seule réponse qu'elle aura, c'est ce regard. Regard fuyant, honteux et gêné. Et là, on se pose la question, pourquoi? Pourquoi il vient pas chanter? Pourquoi tu restes là? Le truc, c'est que la scène a une toute autre ambiance que je trouve comparée au reste du film, qui n'est pas dérangeante. Mais comme a dit Charles Wells, It's not my dad and it's not me and it's not a holiday I was on, but of course, you know, the character draws a lot of inspiration from him. There's also a lot of me in there. There's some of my mum in there. Like it's definitely drawing from places, but yeah, I think in some ways it is a tribute to my dad. Certainly the kind of joyous parts of our relationship. Donc cette scène, bien qu'elle a dû se peut-être passer, il y a forcément un truc dedans. Regardons la suite. Sophie revient à sa place et un dialogue se lance avec son père et il essaye de se faire pardonner en lui proposant de lui payer des cours de chant et... Stop doing that. Doing what? Offering to pay for something when I know you don't have the money. Ce regard qui change, ce fou rire pour échapper à cette situation gênante, comme s'il voulait fuir de cette situation qu'il a créée, comme s'il voulait se fuir de lui-même. Et pourquoi? Enfin bref, passons. Cela me donne plus envie de vous parler de l'évolution de Sophie. On est de son point de vue pendant tout le film. Dès le début, on voit Sophie vouloir s'émanciper de n'être plus un enfant et entrer directement dans le monde des adolescents. Mais bizarrement, elle se sent pas à sa place. Comme sa relation avec Michael, ce garçon d'hôtel avec lequel ils joueront aux jeux vidéo d'arcade, qui se feront peur et qui s'embrasseront pour la première fois. Elle est d'ailleurs fuyante de cette situation. La caméra nous montre juste les reflets des autres garçons d'hôtel qui rageaient à se baiser. Quelques scènes plus tard, Sophie, à la recherche de son père, va voir un couple de deux garçons s'embrasser, à l'égard de tout regard. Sauf que Sophie a l'air vachement plus intéressée par ce baiser. Et je pense que ce n'est pas là pour rien. Plus tard, quand on voit Sophie du même âge que son père, on voit qu'elle est en couple avec une femme et qu'ils ont un enfant. Je pense que le film a une autre dimension. Une dimension qui parle plus des minorités LGBT de l'époque. Du fait de se cacher pour s'aimer comparé à cette société. Quand je revois cette scène, je me demande si on part sur le fait que les reflets sur la représentation des souvenirs de Sophie à l'époque, c'est très tiré par les cheveux. Mais quand même, est-ce que ce n'est pas la représentation de la société qui est presque en validation devant ce baiser? Quand elle en parle de ce baiser, sa réaction. Did you have fun last night? Yeah? This boy, Michael, met him on the motorbike game. Yeah. We kissed last night. He kissed me and then we kissed. On a l'impression qu'elle est gênée de ça, de ne pas être à sa place. Et son père réagit d'une façon protecteur, en lui demandant de promettre sur les choses qu'elle fera quand elle sera adolescente. Mais je pense qu'elle ne souhaitait pas parler de ça. Et cela crée un écart entre les deux. Sophie qui essaie de se découvrir en dehors des normes, et son père qui joue le grand adulte et son confident. Alors que son père a beaucoup de problèmes déjà, par rapport avec son âge. Il est plusieurs fois rappelé son âge dans le film. Et cette scène-là où il dit I can't see myself at 40, to be honest. Surprised I made it to 30. C'est vachement triste comme réponse. C'est même vachement révélateur de l'état mental du père. J'ai jamais dit, mais il y a plein de phases comme ça, où le père est vachement dépressif. Désolé, mais c'est ça. Cela veut dire quelque chose. Mais quoi? Bon, vous avez compris, j'adore ce film, mais je vous demanderai de skipper à ce timecode, car je ne souhaiterais pas vous spoiler le film, car je le trouve tout juste brillant, surtout pour son sujet. Donc si vous êtes toujours là, préparez-vous, on va parler de la scène de danse. Avant de commencer, petite précision. Dans le film, il y a des scènes avec Sophie qui charge son père dans une soirée. Des flashs, de la sueur. Vers la fin du film, le père et Sophie vont danser sur Under Pleasure de David Bowie et de Queen. Et ils font un parallèle entre cette danse-là et la soirée. Sophie et le père se confondent. Et là... so slashed and torn.
J'ai plus les mots. Je sais plus quoi vous dire. Qu'est-ce que je peux vous dire, hormis que je pleure sans savoir pourquoi? Sans avoir de réponse? Oui, on ne sait jamais ce que souffre Camus. On ne saura jamais, et on peut suranalyser des propos et des scènes, mais la fin nous dit tout. Il n'est qu'un souvenir, un fantôme qu'on essaie de rattraper, qu'on essaie de comprendre, qu'on essaie de retenir, mais quand on voit son regard, on comprend très vite qu'il n'a pas d'issue. On finit cette scène avec Sophie, complètement perdue, sans réponse à nos questions. Non, il manque un truc. Rembobinons la cassette. C'est la seule scène qu'on aura vraiment. Je pense que la réalisatrice voulait juste qu'on sache, juste nous, ce que Camus vivait à ce moment-là. Cette fragilité qui est cachée à nous. Et cette lettre au pied du lit. Je pense que cela résume sa destinée. Tout se finit sur Sophie qui regarde son départ de l'aéroport, la caméra nous faisant un panoramique de la télé à Sophie qui est perdue et se finit sur le plan de Camus qui repart à la soirée et retourne dans le souvenir qu'il est. Aftersun est un film qui m'a ému au plus profond de moi. Sa thématique du deuil et sa relation entre un père et son enfant et ses plans contemplatifs m'ont bouleversé. Il y a peut-être quelques défauts que je peux reconnaître au film. Par exemple, il n'est pas fait pour tout le public non cinéphile et peut être très vite ennuyeux quand on n'arrive pas à entrer dans cet univers. Mais croyez-moi, quand ce film vous attrape, il est difficile de rester insensible. Le film a une très belle composition d'Olivier Costa. Le film est rempli de nostalgie, du temps qui passe, le temps qui reste immortel dans sa caméra. Tout ceci fait que j'aime profondément le film. But I think there was a lot in the script, and I think I believe in the accumulation of very small, imperceptible details to building that feeling at the end, so that you don't quite know where it came from, but it's really kind of taking in these small things throughout that gets you there. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Enfin bref, vous connaissez la chanson. C'était Thomas Scofield et je vous dis bonne nuit à tous.